Bonjour, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. On va commencer d'ici une quinzaine, vingtaine de secondes parce qu'en réalité, j'ai fait beaucoup de slides. 94, je suis en train de voir là. 94 sur 45 minutes, ça fait moins de 30 secondes par slide. Donc c'est un vrai challenge. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que cette présentation, tous les jours, je suis obligé pas de la retravailler, mais en tout cas d'ajouter des nouveautés, d'ajouter de nouvelles choses parce que ça va vite. Il y a énormément d'études, de choses qui se passent. Et aujourd'hui, la promesse, c'est de se dire, on va essayer de voir ensemble toutes ces dernières évolutions, à quoi s'attendre en 2026, comment on va finir l'année aussi, parce que il y a des rumeurs, certains font des posts comme moi, annonçant peut-être une arrivée mi-novembre. Voilà, il y a beaucoup de rumeurs et de gens qui sont logiquement plutôt bien informés, qui entendent parler de potentiellement un déploiement, surtout des overviews sur Google très prochainement. En tout cas, aujourd'hui, on va passer en revue un petit peu tous ces sujets, ces enjeux, et essayer de comprendre ensemble quelle stratégie à adopter pour qu'en 2026, vous soyez prêts, en tout cas à bien être visible dans le ChatGPT et à ne pas trop perdre de trafic et surtout de business. Et puis, si la overview arrive, comment s'y préparer. Donc, je vous l'ai dit, j'ai fait une présentation de 94 slides. Ne vous inquiétez pas, vous aurez possibilité à la fois de revoir le replay, et vous pourrez aussi avoir la présentation qui sera téléchargeable. Vous verrez, il y a un bouton que vous pouvez déjà accéder, mais qui sera téléchargeable aussi en fin de présentation. Donc, on est parti. J'ai plus que 42 minutes pour essayer de conclure ces 94 slides. C'est parti. Alors, un sommaire assez rapide. On va parler un peu de ces dernières évolutions. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de la recherche avec les progressions de ChatGPT au départ, et puis un overview qu'on voit déployer partout dans le monde entier, sauf en France. Et on commence déjà à avoir le premier chiffre sur l'impact que ça peut avoir sur des sites e-commerce, génération de leads, sites d'annonces, etc. Et puis des sites d'actualité. Et puis on parlera un peu de ces fameuses optimisations SEO, géo, et puis on finira par une conclusion. Ce qui est certain, c'est que on est dans une année un peu de basculement. En 2025, on a vraiment vu les premiers indicateurs, les premiers personas, en fait, les jeunes, la génération Z, les milléniums, se sont mis véritablement à beaucoup utiliser ChatGPT. Et sans doute que vous aussi, vous avez toujours un ChatGPT à côté de vous pour faire soit une recherche, soit un résumé, une reformulation de mail, etc. Et donc, c'est devenu vraiment un outil pour vous, je pense, du quotidien. Et ça devient, dans les statistiques qu'on va voir, un outil de plus en plus utilisé par la population en France. Donc, l'IA nous apporte une nouvelle expérience. C'est plus seulement une requête, c'est une conversation. Les espaces de recherche, ils évoluent parce que l'IA, c'est pas que ChatGPT, c'est aussi une nouvelle logique de recherche dans toutes nos interfaces, dans tous nos outils du quotidien, les réseaux sociaux, et ça débarque aussi dans nos voitures, sur nos téléphones, sur nos ordinateurs. Et cette recherche, en plus, elle devient conversationnelle. C'est-à-dire qu'on n'est plus à taper un ou deux mots-clés, mais on est directement dans une conversation. On va rajouter du contexte, on va rajouter plusieurs questions, on va rajouter beaucoup d'éléments qui permettent, en plus d'affiner, d'obtenir une réponse très structurée. Et imaginez donc que les IA, quand même, partent d'un postulat, c'est qu'ils ont aspiré l'intégralité du web et doivent essayer de comprendre l'intention derrière une requête, derrière une question, derrière une conversation, et trouver une réponse au sein de tout son univers sémantique, toute sa base de données qui lui a servi d'entraînement. Donc, aujourd'hui, on est encore dans un système un peu particulier, c'est qu'en France, on n'a pas encore Overview, et on a toujours un peu nos liens bleus qu'on a depuis très longtemps, depuis 20 ans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des interfaces qui nous proposent maintenant des résultats beaucoup plus enrichis. Donc là, vous avez un exemple sur ChatGPT. Et donc, ça a le mérite du coup de m'introduire et de me présenter. Donc moi, je suis Mathieu Chapon, je suis un des fondateurs de l'agence Picase, qui s'appelait auparavant Search for Site. Mais on a racheté une agence qui s'appelle Picase, et c'est nous qui avons décidé de prendre leur nom. On n'a pas été racheté, malgré les rumeurs ou malgré ce qui peut être dit. Et moi, ça fait bientôt 20 ans, mais encore, je vais être à 17 ans, que je travaille dans tout ce qui est le référencement naturel, le référencement organique. Et depuis maintenant 6-7 ans, je me suis consacré beaucoup à la partie un peu R&D de ce métier, en ayant une équipe de 10 personnes au sein de Picase pour à la fois construire des outils et faire des produits sur mesure pour nos clients. Et puis, depuis l'arrivée de ChatGPT,
beaucoup autour de l'IA générative, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Alors, ce qu'on a surtout, ce qu'on voit surtout, et moi j'aime bien parler d'une génération, on me dit souvent, mais Mathieu, est-ce que tu penses que ça va prendre le pas sur Google? Vous allez voir dans les chiffres, ça ne prend pas encore le pas. C'est pour l'instant 2 outils qui se superposent. Mais c'est vrai qu'on a un changement d'usage, particulièrement pour la génération Z et Millennium. On a plus d'un tiers, alors un tiers et un peu moins d'un tiers, mais une grosse proportion de gens qui l'utilisent tous les jours. Donc la génération Z, c'est quand même des gens de 11 ans à 27 ans. 27 ans, on commence à avoir un public qui peut être intéressant, qui a un pouvoir d'achat, une carte de crédit, etc. Et la génération Millennium, c'est quand même 31% qui l'utilisent tous les jours. Ça, c'est une étude qui a été faite par Picase avec un échantillon. Voilà, vous pouvez retrouver la source dans la slide. Donc, et en chiffres, on a quand même du coup à peu près 8 millions de Français qui utilisent l'IA tous les jours. Et 8 millions de Français, vous allez me dire on est 70 millions, ça reste peu, mais c'est ces 8 millions de Français qui sont très digital et très présents à faire des courses sur Internet, à acheter par Internet, etc. Et un des derniers sondages de Klaviyo, c'est de nous dire que 54% des consommateurs prévoient d'utiliser l'IA pour préparer leur fête, comparer les prix, rechercher les futurs cadeaux de Noël, avoir des résumés d'avis, des recommandations personnalisées. Donc on est vraiment sur, pas un épiphénomène, mais vraiment un changement un peu d'attitude et un changement de pratique pour faire la recherche, pour obtenir un résultat, un produit, un résultat. Et ces IA, elles sont en train de se déployer dans toutes nos plateformes. Bien sûr, les moteurs de recherche, alors Bing, oui, Google, pas encore en France, mais les agents conversationnels, les ChatGPT, Claude Gemini, refusent sur Amazon, par exemple, Croc sur Twitter. Et puis dans les réseaux sociaux, il y a aussi un certain nombre d'IA qui apparaît. J'aurais pu rajouter WhatsApp, mais un certain nombre d'IA qui apparaît. Et certains d'entre eux, d'ailleurs, passent des partenariats avec ChatGPT. Ça veut dire que quelque part, si ChatGPT est déployé sur plusieurs plateformes, d'être bien positionné sur ChatGPT, ça veut dire potentiellement aussi être bien positionné sur ces plateformes-là. En tout cas, ça faciliterait votre visibilité. L'autre point qui est intéressant, c'est parmi ceux qui utilisent ChatGPT, quelle version ils utilisent. Alors, majoritairement la version gratuite à 66%, puis vient derrière la version de Gemini à 30%, et puis après on a Copilot, ChatGPT en version payante, etc. Et c'est intéressant aussi de se dire que bien sûr ChatGPT d'avoir rendu accessible son outil gratuitement, ça lui a permis d'accéder vraiment un peu à ce mass market, à l'ensemble de la population. Mais on sait aussi que ChatGPT et OpenAI, du point de vue général, n'est pour l'instant pas rentable. Donc ils ont encore un modèle économique à chercher. Et cette gratuité, vous le savez, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. À un moment donné, ils vont amener sans doute un système de monétisation. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que dans l'utilisation de ChatGPT, on l'utilise principalement pour un côté un peu pratique, c'est-à-dire faire des résumés, corriger des mails, trouver des mots-clés, déterminer des sources. Voilà, on va plutôt l'utiliser d'un point de vue pratique avant de rechercher de l'informationnel. Et donc, ça veut dire que c'est pas seulement un moteur de recherche, c'est pas seulement un outil de recherche, c'est un outil aussi pratique du quotidien. Et ça, c'est intéressant d'avoir cette vision-là parce qu'on comprend aussi que son adoption se fait aussi beaucoup par un côté un peu utile de l'outil et pas seulement un côté pratique. Donc, aujourd'hui, on a un parcours, vous le savez sans doute, qui se complexifie, mais qui en tout cas peut avoir potentiellement 2 portes d'entrée. Google, bien sûr, qu'on connaît très bien et qui reste encore dominant dans les recherches, et ChatGPT qui commence à grignoter des parts de marché. Et en France, je vous le disais, il y a une révolution qu'on n'a pas encore vécue, c'est effectivement l'arrivée de AI Overview, qui, vous le voyez, entre la page à gauche qu'on connaît bien, ces liens bleus, ces liens sponsors et organiques, et puis à droite, un résultat pré-mâché par l'IA de Google qui va directement nous présenter un début de compte-rendu, un début de résumé, et puis quelques liens à travers ces petites épingles qu'on voit qui sont assez discrètes. Malgré tout, on a aussi un bloc à droite. Et voilà, vous voyez comme l'utilisateur a quand même accès à une information avant même de pouvoir déjà cliquer. Ça rappelle un peu la position 0, mais là, on a une position 0 qui est beaucoup plus étendue, mixée de résultats commerciaux, produits et puis informationnels. Et ce fameux top 1 SEO, déjà il était dégradé avec position 0 avec les annonces, avec Google Shopping, mais va être encore plus fortement dégradé et on voit bien que le taux de clic, le CTR, va lui aussi
être impacté quand ça va être déployé en France. Et on le verra, aux États-Unis, c'est déjà fortement impacté. Alors aujourd'hui, vous avez une carte. En orange, c'est là où Overview est déployé, et en gris, c'est là où c'est pas déployé. On n'a pas les Overview comme la Chine, la Corée du Nord, la Turquie et l'Iran. On serait peut-être bien passé de ce classement-là, et Cuba, j'ai vu aussi. Mais voilà, on n'est pas dans un classement très valorisant, mais aujourd'hui, on fait partie de ceux qui aujourd'hui n'ont pas Overview. Alors pourquoi la France n'a pas encore Overview? C'est intéressant. Est-ce que c'est une exception culturelle? Quelque part, oui. Aujourd'hui, l'autorité de la concurrence, c'est ce que Google a peur, c'est de se retrouver face à l'autorité de la concurrence qui puisse potentiellement l'attaquer pour utilisation de données et de protection de la donnée, des notions de droit voisin. Donc si on récapitule un petit peu le sujet, c'est les médias en France qui font pression auprès de l'autorité de la concurrence vis-à-vis des droits de voisins pour dire tout simplement à Google, si vous venez présenter un résultat digéré, donc c'était Overview, donc pour résultat de recherche, et qu'on s'aperçoit que c'est sur l'entraînement de nos contenus, nous, presse française, on va vous attaquer en justice. Et ça fait déjà un certain nombre de temps qu'ils sont en discussion. Il y a déjà eu des accords qui ont été passés sur précédemment un certain nombre de contenus qui avaient déjà été utilisés. Mais aujourd'hui, Overview n'est pas déployé parce que tout simplement, c'est bloqué, la presse française le bloque. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que on ne va pas non plus permettre à une IA de venir se nourrir de tout et sans forcément contrepartie. Et ce n'est pas une menace en l'air. Récemment, Meta a été mis en demeure et a été condamné à une sanction, à une amende en tout cas, vis-à-vis d'utilisation de données qui ne leur appartenaient pas, vis-à-vis de plusieurs journaux. Donc l'autorité de la concurrence a sanctionné, et donc il y a une procédure en cours, mais Meta va être sanctionné. Et donc ça, Google le voit, il n'a pas envie forcément non plus d'avoir ce genre de pub et puis de payer des amendes qui se chiffrent en plusieurs centaines, voire dizaines, quelques milliards d'euros. Donc, on peut effectivement leur donner raison. Moi, je trouve que c'est bien de réguler, et même si aujourd'hui on est les vilains petits canards, résultat, quelque part, ça permet aussi de protéger ce métier et aussi le métier de journaliste qui est aujourd'hui un métier extrêmement important. Je ne vais pas rentrer dans des sujets plus divers. Alors, aujourd'hui, les Overview qui est déployé aux États-Unis et dans le reste du monde, on a clairement des premiers chiffres, des premiers impacts. Sur les requêtes dites informationnelles, je recherche une information, l'impact va jusqu'à moins 50%. J'ai encore vu une étude ce matin de CIR Interactive qui nous parle même d'impact qui dépasse les 50%. Donc très clairement, quand il y a un résultat et Overview qui est présenté, il y a très peu de trafic généré derrière pour les gens qui se positionnent en SEO, mais aussi en SIA. Deuxièmement, la position 1 en SEO perd énormément de taux de clic, donc on n'a plus du tout le même niveau de taux de clic. Et donc ça, c'est une chose qui est aussi importante, c'est que très clairement, la première place sur un résultat où il y a Overview, ça ne veut rien dire, et grosso modo, vous serez clairement pas bénéficiaire de ce que ça peut obtenir comme trafic. Un dernier point, c'est qu'on voit que le phénomène du zéro clic, ça veut dire quelqu'un fait une requête, ne clique nulle part et repart, personne n'a obtenu de clic, là aussi, ce phénomène est en train de s'accentuer. Et donc, les derniers chiffres nous disent qu'à chaque recherche, plus d'un clic sur deux n'aboutit à aucun clic. L'information a directement été trouvée dans le résultat. Et alors, on parle d'AI Overview, mais il y a un autre AI qui apparaît dans Google, ça s'appelle l'AI Mode. C'est l'équivalent de ChatGPT. Et Google nous a d'ailleurs dit que potentiellement, ça pourrait être le type de recherche par défaut sur Google. Donc, ça prendrait carrément la place de la partie recherche. Donc, ils aiment bien faire ces phénomènes un peu d'annonce pour voir comment serait jugée la chose. Mais dans ce mode-là, 93% de no-clics. C'est-à-dire que sur une requête donnée, 93, personne va cliquer sur un résultat. Ils obtiennent directement le résultat de recherche au sein des Overview. Donc, le search, effectivement, ne sera plus comme avant. Et d'ailleurs, on le voit déjà un peu que les premiers points de contact, c'est plus tellement par les moteurs de recherche. Maintenant, ça se fait beaucoup par les réseaux sociaux. La recherche arrive en deuxième position. Et on voit que l'IA aussi a fait son entrée dans ce classement-là. Alors, vous avez ce classement en B2C et en B2B.
C'est une étude de l'entreprise de Neil Patel. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que vraiment la méthode pour obtenir, de la part d'une expression de besoin à obtenir un produit, eh ben, c'est énormément complexifié. Ça part d'une vidéo souvent, d'un short ou d'une vidéo, ça passe par des forums comme Reddit, par Google, par les IA, pour au final arriver sur potentiellement un site e-commerce. Et on a vraiment une complexité qui est importante, aussi bien lorsque le besoin est clairement exprimé comme pas du tout exprimé. Les gens, et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'études aussi de la part de Google qui a exprimé le fait que ça se complexifiait, qu'il était important du coup pour un acteur d'être présent partout, d'être présent sur un maximum de leviers. Et c'est aussi pour ça qu'une agence comme Picase ou d'autres vous disent il faut être aussi bon sur YouTube, TikTok, Reddit, Google, les IA, etc. Tout dépend de votre persona, de qui vous ciblez. C'est vrai que TikTok, Meta, etc., ça va plutôt toucher un type de génération. Si vous êtes plutôt sur un autre type de génération, ça sera d'autres types de leviers sur lesquels vous devrez travailler. Donc, c'est important d'avoir une bonne connaissance aussi à ce niveau-là. Et donc, vous avez pas mal d'études. Là, je vous présente une étude assez récente qui montre qu'effectivement, par tranche d'âge, on a différents types de fréquentation et d'utilisation de ces différents leviers. Donc, c'est important d'avoir en tête. Les LLM, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quelque part, ils réduisent les points de contact. Parce que grosso modo, je pars d'un besoin jusqu'à la souscription, à l'achat d'un produit. Et ben, l'IA, elle me permet de me répondre à pas mal de mes questions pour affiner ma recherche, pour obtenir des avis, pour pouvoir comparer. Et donc, le risque pour un acteur qui auparavant permettait de répondre à ces réponses, avait une partie affichage, avis, comparaison de produits, se retrouve à être moins exposé parce que l'IA fait le travail. Alors, Google n'a clairement pas dit son dernier mot. Il est encore 210 fois plus recherché par jour, 14 milliards de recherches par jour versus 66 millions d'intentions. Donc, il ne faut pas enterrer Google, et c'est souvent certains qui disent sur les réseaux sociaux Google est mort, vive l'IA, vive ChatGPT. Ce n'est pas clairement vrai pour l'instant. Mais ce qui est certain, c'est que avant, l'utilisateur a tendance à faire une recherche dite un peu traditionnelle. Aujourd'hui, il a tendance un peu à mixer ses moyens de recherche. Et il y a un certain nombre aussi d'études qui est assez intéressante. C'est lorsqu'il y a une recherche qui est faite sur Google, on s'aperçoit que aujourd'hui, lorsqu'il fait une recherche sur Google et sur un chat GPT, il va faire plus de recherches sur Google. C'est-à-dire qu'il va jongler vraiment d'une interface à une autre. Et ça va vraiment... pour l'instant, les deux outils jouent de concert. Alors, tous les jours, les clients me disent « Mathieu, tu es gentil, mais pour l'instant, l'IA Overview, ça fait moins de 1% de trafic. Et puis, en termes de conversion, bon, ça peut être plus ou moins intéressant, mais pour l'instant, je trouve que c'est un épiphénomène. » Alors, c'est clairement vrai, ça fait peu de trafic, mais en fait, souciez-vous du trafic que potentiellement vous perdez. Parce que si ça fait que 1%, mais qu'en même temps, il y a 10 à 15% des requêtes que vous faisiez avant qui est partie être faite sur la partie IA générative, ce n'est pas 1% de trafic que vous avez de l'IA, c'est 15 à 20% de trafic que vous perdez qui est fait sur l'IA. Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'y intéresser, c'est parce que vous devez aussi remonter. D'autres chiffres, par exemple, sur les sites d'actualité, on s'aperçoit que le phénomène de recherche d'actualité a fortement progressé à travers des prompts et des recherches faites sur ChatGPT. Et à droite, ce que vous voyez surtout, c'est que le phénomène du no-click sur toutes les recherches autour de l'informationnel a fortement augmenté. Et d'ailleurs, on a typiquement Martin Splitz qui nous explique que vous allez voir dans vos Search Console, vous allez avoir le nombre d'impressions qui peut augmenter et les clics qui peut baisser. Pourquoi ? Parce que vous pouvez potentiellement dans une requête « Quelle est la meilleure banque ?» apparaître dans les liens, apparaître affiché dans les liens. Et donc, dans la Search Console, vous êtes positionné comme premier parce que cette zone-là, c'est considéré comme une première place. Par contre, il n'y aura pas de clic parce que la réponse aura été bien structurée par l'IA générative. Et donc, vous allez avoir des impressions qui montent, vous affichez, mais les clics qui n'évoluent pas. Et donc, d'autres chiffres qu'on a aussi aux États-Unis, études très récentes, c'est de nous dire que grosso modo, quand c'est des requêtes AI Overview qui déclenchent des résultats commerciaux ou en tout cas transactionnels, sur la partie SEO, c'est moins 30% de trafic SEO. Donc, il y a clairement un impact. Alors, c'est un débat. Est-ce que moins de trafic fait moins de conversion ? C'est un peu tout le sujet. Ce qu'on peut se dire en tout cas, c'est que
l'IA, c'est clair que ça nous change un peu notre manière de faire des recherches pour ceux qui utilisent, ces fameux 30% en tout cas de gens, et ces 54% d'utilisateurs qui, à Noël, vont sans doute l'utiliser. L'IA nous permet énormément de choses. Elle nous permet de dégrossir des sujets, on peut lui demander des résumés, on peut lui demander de nous faire un peu une synthèse vis-à-vis d'un sujet donné. Elle nous permet maintenant aussi de comparer les produits. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais maintenant, de plus en plus, on a des produits qui affichent, et puis on a une fenêtre à l'endroit qui apparaît. Ça rappelle un peu Google Shopping qu'on peut avoir sur Google. ChatGPT reproduit un peu le même modèle. Ils sont en train de passer un certain nombre de partenariats, dont Shopify, dont Etsy, où on va pouvoir directement commander sur le ChatGPT. Donc, ça, c'est intéressant. Ça veut dire que la voie de la stratégie de ChatGPT, c'est de rendre son outil pas seulement utile pour la recherche, mais directement aussi pour l'action, comme l'achat. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès demain, ils vont sans doute vous demander de mettre à disposition des flux ou de vous mettre en partenariat avec des agrégateurs de flux. Donc, ça veut dire que demain, la stratégie 2026, ça va être aussi de sécuriser tous vos sujets flux pour Google Shopping, ChatGPT, Perplexity, Pinterest, TikTok, etc. C'est un vrai sujet et je trouve que ça doit être vraiment une discipline, soit développée en interne dans votre entreprise, soit vous devez être accompagné de professionnels pour vraiment le faire. Un autre point aussi qu'on a vu, c'est qu'ils commencent à passer des partenariats pour directement implémenter des services au sein de ChatGPT. Par exemple, à gauche, vous avez Spotify. Lorsque vous lui dites trouve-moi une musique sur mon Spotify, il va directement faire la recherche sur votre Spotify. Donc, il faut être connecté pour y avoir accès, mais directement, il vous crée une interface dans laquelle vous avez accès à vos services habituels. Pareil pour Booking, pareil pour Coursera. Et demain, ça va être pareil pour Uber Eats, ça va être pareil pour toute une série de grands acteurs. Alors, clairement, c'est plutôt des acteurs américains et c'est malheureusement comme ça que ça se passe. Mais dès demain, à mon avis aussi, soyez à l'écoute et voyez ce qui peut être potentiellement fait, surtout si vous êtes une marque assez importante. Ce sont plutôt des leaders qui sont utilisés et mis en avant dans ChatGPT. Et ce qui est passé aussi récemment, alors là, vous avez un screenshot de Comet, mais il y a aussi eu Atlas. Donc, ce sont des navigateurs qui intègrent directement l'IA au sein de leur navigation. Donc aujourd'hui, il y a Chrome qui vous permet d'avoir Gemini directement intégré, il y a Atlas avec ChatGPT, il y a Comet avec Perplexity. Et aujourd'hui, ce sont directement des IA où vous pouvez directement interagir avec le contenu et lui dire par exemple, tiens, trouve-moi vis-à-vis de ce modèle de machine à laver le meilleur prix et quel a été le moment où elle a été le moins cher. Donc elle peut directement interagir. Et vous voyez, on ne passe plus par un ChatGPT là, on interagit directement sur la page à travers cette interface qui s'ouvre. Alors, on est sur une intégration aussi qui, à mon avis, va accélérer l'adoption de l'IA. Aujourd'hui, Chrome s'est déployé sur 3,7 milliards d'utilisateurs. Quand les gens vont tous télécharger cette nouvelle mise à jour, ils vont tous être exposés à Gemini qui va leur dire « Tiens, est-ce que tu veux en apprendre plus sur cette page? Est-ce que tu veux explorer différentes thématiques? Est-ce que tu veux chercher un produit? Est-ce que tu veux regarder une vidéo qui le présente ?» Vous voyez comme Chrome demain va devenir le point de contact à travers son IA de plusieurs sources de données, aussi bien textuelles que vidéos, que photos, que réseaux sociaux, etc., etc. Et donc là aussi, vous devez être plus fort sur tous vos canaux pour être demain utilisé et mis en avant. Et ce n'est pas un épiphénomène de 8 millions de Français qui l'utilisent. Quand ça va être déployé sur Chrome en France, je ne connais pas les chiffres de la part de population française qui utilise Chrome, mais demain, on va tous être exposés à l'IA. Et demain, quand Apple et Samsung, qui l'ont commencé déjà à amorcer, mais Apple aussi va arriver, c'est 3 milliards d'appareils dans le monde qui vont récupérer une IA intégrée dans sa machine pour venir interagir avec votre contenu et directement vous proposer les résultats, vous amener dans une interaction. Et du coup, vous allez être moins susceptible d'aller voir sur Google, peut-être même d'aller voir des sites, parce que vous allez directement avoir une intelligence qui va discuter avec vous et vous renseigner. Dans les voitures, et puis dans les robots, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Neo, qui est le robot pour 499 € par mois, enfin dollars par mois. Vous avez un robot à la maison qui peut faire un certain nombre de tâches ménagères. Alors, il y a quelques vidéos qui tournent sur Internet. Il est assez lent, mais bon, il pourrait travailler la nuit pendant qu'on dort. Mais c'est là aussi une interface qui va permettre demain d'avoir des interactions avec l'IA. On pensait il y a quelques temps que c'était de la science-fiction. On voit qu'il n'y a pas de bouche pour l'instant. Peut-être qu'il peut s'exprimer, je n'ai pas l'info. Mais en tout cas, ça va être demain notre futur objet, comme ça a été nos enceintes connectées. Là, on a de plus en plus une ouverture et une intégration d'IA dans notre quotidien.
Ça va mettre des années, hein, ça va mettre le temps, etc. Tout le monde n'est pas prêt à payer 500 $ par mois, etc. Mais vous voyez comme l'évolution des choses, l'IA a besoin de se renseigner et c'est ça qu'on va s'intéresser. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que peut-être qu'il y a moins de clics, mais ce qu'on voit, c'est que la valeur du clic progresse. Un clic va devenir de plus en plus précieux parce que les gens qui vont arriver sur votre site vont être prêts à acheter, ils ont été renseignés par une IA, ils auront déjà fait tout leur parcours un peu de comparaison, d'avis, etc. Et donc, quand ils vont arriver sur votre site, ils vont vraiment être prêts à vouloir acheter. Donc là, il va falloir vraiment travailler aussi la partie conversion sur votre site. Sur le sujet de la conversion, c'est un vrai débat. Nous, chez nous, très honnêtement, on a des acteurs, beaucoup d'acteurs, des gros sites e-commerce qui enregistrent plutôt un très bon taux de conversion, plutôt comme l'annonce le graphique à gauche. Mais je sais qu'il y a eu une étude à la mi-octobre sur à peu près 1000 sites représentant un volume de business assez important, fait aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises, où a priori on a un taux de conversion qui est plus faible. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est qu'en France, le taux de conversion de l'IA se fait sur ChatGPT, étant donné que ce n'est pas encore déployé sur Overview. Et je pense aussi qu'il y a un autre élément, c'est peut-être le type de produit. On va peut-être plus facilement acheter des fruits, des jouets, qu'un produit high-tech un peu plus complexe. Donc, ce qui aurait été intéressant et ce qu'il n'y a pas dans cette étude, c'est une distinction de la conversion par typologie de produit. Mais en tout cas, ce que je peux vous inviter à faire, c'est surtout mettre en place un dashboard de votre côté pour bien surveiller, comprendre où vous en êtes, vous, de votre trafic généré par l'IA et de la conversion. Alors, comment on fait? Eh bien, grosso modo, vous avez 3 façons de faire. D'abord, sur Analytics, vous pouvez surveiller les référeurs. Donc, sur tous vos outils analytiques, vous surveillez vos référeurs. Je vous ai mis à la liste un petit peu des tags et des éléments un peu traquables. Tout n'est pas traquable malheureusement, mais vous avez possibilité quand même de traquer un certain nombre d'éléments venant d'une IA, pas seulement sur ChatGPT, sur Google, mais aussi sur Meta, sur WhatsApp, sur toutes différentes sources, Microsoft, etc. Deuxièmement, sur la Search Console, on peut commencer un peu à deviner, mais je vous avouerai que pour l'instant, ce n'est pas incroyable les données qu'on a. Mais ce qu'on sait, c'est que à vue de nez, quelqu'un qui va faire une recherche sur Google ou sur ChatGPT, là on s'intéresse à Google parce que c'est la Search Console, savoir si ça a déclenché une overview, il y a plusieurs signes. D'abord, on est sur des requêtes plutôt longues, donc on va plutôt être sur des questions plutôt longues de plusieurs mots, ou alors on va être effectivement sur des recherches assez longues, c'est de la conversation en général. Et le dernier point, c'est que souvent, on l'a dit tout à l'heure, le résultat affiché, c'est que ça fait beaucoup d'impressions et peu de clics. Et l'élément intéressant, c'est que si ça fait beaucoup d'impressions et que vous vérifiez qu'en plus vous êtes en première place et que ça ne fait pas de clics, ça peut expliquer, ça peut démontrer le fait que vous êtes sur un résultat typique et overview. Troisième élément, eh ben, les logs serveurs. Ça, c'est un sujet où vous avez souvent peu accès, mais vous avez la possibilité de surveiller toute une série d'éléments qui est assez intéressant. C'est de comprendre comment l'IA vient visiter votre site, quelles sont les pages qui sont visitées. Et sachez qu'à chaque fois que vous faites une recherche sur ChatGPT et qui va déterminer les sources à afficher, il peut être amené à vérifier si la source est toujours accessible, si elle n'est pas en erreur 404. Et vous pouvez avoir un début de signe qui vous indique que tiens, j'ai été chercher, ChatGPT est venu me voir, ou les autres IA sont venus me voir, c'est sans doute que j'ai dû apparaître comme résultat de recherche. Donc c'est intéressant de surveiller parce que ça va vous permettre de vous donner un peu une cartographie des pages qui ont l'air d'être utilisées par les IA pour remonter, pour bien afficher. Et si vous avez cette cartographie des pages qui remontent, qui sont utilisées, vous pouvez peut-être réinjecter du contenu sur ces pages-là pour faire passer des messages, pour valoriser les contenus, parce que vous savez que ces sources-là ont été quelque part un peu validées par l'IA. Et on va s'intéresser assez rapidement sur vraiment un focus de comment fonctionne un LLM. Alors, GEO, SEO, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le GEO, c'est quand même beaucoup du SEO derrière. Comment ils ont été entraînés ces IA? Je vous fais très rapide. En gros, on est sur des modèles algorithmiques qui se sont entraînés sur toute la connaissance du web. Aujourd'hui, il n'y a plus de sujet. Les IA sont entraînés sur tout ce qui était accessible sur Internet. Donc, on a différentes versions qui apparaissent, hein, GPT-3, 4, 5, etc. Ces GPT ont tous été entraînés sur le contenu du web. Simplement, ils ont affiné leurs réponses, affiné les critères utilisés pour pouvoir répondre. Mais il n'y a pas de nouveau contenu, ou assez peu. Et ce contenu, quand il est arrivé, il a exploré énormément de contenu. Alors, il avait plein de solutions pour pouvoir identifier les entités nommées, classer les documents entre eux, etc. et essayer de s'entraîner à partir de ça. Mais effectivement,
Ce qui, lui, il a besoin de faire, c'est de pouvoir un peu classer cette information-là. Il utilise le système de réseau des réseaux de neurones pour classer les entités, pour clusteriser l'information. Et donc, on voit typiquement, et ça c'est un peu de la donnée classique, c'est un peu des exercices classiques quand on fait de la data science, c'est qu'on essaie d'identifier les entités nommées, et donc il essaie de comprendre l'information à travers les noms propres, les noms communs, les choses qui peuvent l'aider à comprendre et à y mettre des étiquettes. Et pourquoi, du coup, on vous dit et on vous recommande souvent de dire pensez à mettre de la microdata avec schema.org sur vos données, parce que demain, si vous facilitez l'accès à vos données et la compréhension de ces données en ayant mis les bonnes microdata, vous risquez d'avoir une valorisation, d'être mieux placé parce que vous faites gagner du temps. C'était déjà longtemps déjà vrai avec Google et on peut très bien le comprendre aussi, c'est que ChatGPT, toutes ces IA qui viennent se nourrir, si elles ont une information qui est classée, ça les aide à aller plus vite et part du principe que vous serez mieux valorisé. Deuxième chose, c'est que ponctuellement, les IA peuvent venir visiter, surtout à la demande d'un utilisateur. Si par exemple, je mets une URL, je lui dis, viens, va visiter cette URL-là, il peut aller se permettre de la visiter. OpenAI nous dit même si le robot texté interdit mon passage, je peux me permettre d'y aller, ce n'est pas moi qui l'ai demandé, c'est un utilisateur. À vous de juger. Et le dernier point, c'est le grounding, c'est lorsque l'IA a besoin d'avoir une donnée fraîche. La question fait appel à des données qu'il n'a pas dans son entraînement. Il va regarder les pages de résultats de Bing ou de Google pour récupérer des résultats qui pourraient l'intéresser et lui permettre de mieux répondre. Vous lui demandez quel est le résultat du match de foot de la semaine dernière, il va faire du grounding pour aller vérifier cette information. Et c'est ça qui nous intéresse, nous, pour comprendre comment faire pour remonter. Alors là aussi, je vais vous expliquer très rapidement. Vous aurez le temps de regarder le replay, mais comment ça fonctionne le grounding. C'est très important parce que vous allez comprendre beaucoup de choses si vous maîtrisez bien ce concept-là. La première chose, c'est que quand je fais un prompt sur ChatGPT ou Google, je fais restaurant à Paris. Quel est le meilleur restaurant à Paris? Les IA vont découper ce prompt en plusieurs requêtes. Meilleur resto, ou manger à Paris, resto recommandé. Et il va poser ces questions-là sur les moteurs de recherche pour aller récupérer les résultats. Il ne va pas poser la prompt, il ne va pas poser la question du prompt. Il va les découper en plusieurs questions. Et donc, il va aller récupérer les différents résultats depuis des annuaires, des sites de presse, des sites web, des e-commerce, etc. Il va dédupliquer toute l'information. Il y a certains résultats qui vont être en commun sur ces différentes sources, dédupliquer, et va vous présenter un ranking de réponses. Et donc, c'est vraiment à partir de ces données-là qu'il va être capable de vous répondre. Dans les sources les plus citées, il n'y a pas de surprise, c'est quand même les gros mastodons de trafic, de sites qui font le trafic sur le web aujourd'hui, Wikipédia, YouTube, Reddit, Reuters, Apple, Quora, etc. Donc, il y a plutôt des gros mastodons. Mais la question à vous poser, c'est de 1, soit je suis cité par ces sources, soit je deviens une source. Et c'est possible dans les deux cas. Et quand même, si vous avez aujourd'hui pas de page Wikipédia, pas de compte YouTube, pas d'activité sur Reddit, ou sur Reuters sans doute un peu moins, sur Apple aussi, mais si vous n'avez pas d'activité sur ces 3 premiers leviers, c'est dommage parce que on le voit, et nous, c'est des choses qu'on fait pour nos clients, si on retravaille les fiches Wikipédia, on les crée, on réanime un peu des chaînes YouTube, où on commence aussi à faire du lobby, un peu sur Reddit, effectivement, où on partage et on peut commencer à faire des premiers lancements de sujets pour valoriser une marque ou un produit. Alors, dernier exemple, effectivement, je ne me souviens plus pourquoi j'ai mis ça, mais c'est sans doute pour illustrer. Quelle est la meilleure marque de nourriture en 2025? Oui, je me rappelle ça. Quelle est la meilleure marque de nourriture en 2025 pour la santé de nos animaux domestiques? Réponds-moi avec des études. Donc là, il va récupérer cette question et il va voir ce qui se passe. C'est une question que j'ai posée en français depuis la France. Il me sort donc des requêtes en anglais. Première bizarrerie, il me sort ça en anglais. Il me propose une réponse et quand je regarde les liens sources qu'il me propose, ce sont que des sites principalement en anglais. Ce que vous devez avoir en tête, c'est hyper important ce point-là, c'est que ChatGPT et Gemini se sont entraînés sur principalement de la donnée en anglais. C'est leur langue native de ces IA, de ces entreprises. L'anglais est beaucoup plus facile que le français et que de plein d'autres langues. Et donc, l'IA a tendance à faire des recherches en français. Alors là, on est sur un sujet qui peut faire appel à des marques internationales. Si vous lui demandez quelle est la meilleure marque de foie gras dans le Périgord, forcément, il va s'appuyer sur des sources
sans doute plus local, mais sachez qu'il aime systématiquement faire des requêtes en anglais. Et moi, je vais vous donner un sujet, un élément de réflexion. On a vu des clients à nous qui étaient moins visibles alors qu'ils avaient pignon sur eux, pas seulement en physique, mais aussi en réalité. Mais ils étaient très franco-français et ils ont vu certains de leurs concurrents beaucoup plus petits, mais un peu plus international, mais plus petits en France, mais international, mieux remonter sur les IA parce qu'ils avaient beaucoup de publications en langue anglaise à l'international. Et comme l'IA aime bien le contenu en anglais, eh ben, ils avaient la sensation, enfin l'IA avait la sensation que ces marques concurrentes étaient meilleures que le leader français. Donc c'est important d'avoir ça en tête, c'est que si demain vous devez communiquer, soit créer du contenu pour valoriser sur des sites que vous maîtrisez, soit faire du public rédactionnel, pensez à des sources en anglais ou pensez à avoir une version anglophone aussi pour les IA. Comment devenir une source? Alors ça, c'est un sujet qui est intéressant. Par exemple, je lui ai demandé, peux-tu me lire les articles sur Le Parisien? Il me dit, oui, je peux y accéder, mais il y a un certain nombre de limites. Je dis, très bien. Est-ce que tu peux visiter cet article-là? Et là, il me répond, non, il y a eu une erreur interne, je n'ai pas pu l'afficher. Il n'a pas pu l'afficher, pourquoi? Parce que Le Parisien, ça fait partie des acteurs qui, justement, interdisent les IA de venir se servir de leur contenu vis-à-vis des droits voisins, etc. Mais pour le moment, Le Parisien n'est pas en mesure de pouvoir mettre en accès ces contenus. On sait que OpenAI a passé un partenariat surtout avec Le Monde, et donc c'est Le Monde qui peut potentiellement être utilisé comme source. Mais sachez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs du média qui interdisent ChatGPT, Gemini et beaucoup de LLM. Ça fait partie d'une des études de néopulsion qui a été faite, très intéressante, qui permet de voir qui autorise et qui bloque les IA de passer sur leur site. Et donc, si on vous propose potentiellement de faire des articles pour vous aider à remonter dans les LLM, sachez qu'il y a un certain nombre d'acteurs des médias, de groupes de presse qui n'autorisent pas les IA à remonter, donc ça ne servira à rien de publier chez eux. Alors, une autre chose qui est intéressant, un autre tip qu'on a remarqué nous, c'est que quand on lui demande par exemple de nous donner un peu la liste exhaustive des URL de votre site, on lui dit, bah voilà, donne-moi la liste de toutes les URL que tu connais. Donc moi, j'ai fait l'exercice avec Kids Around, qui est un site dans le prêt-à-porter pour enfants, et il a été chercher le sitemap de Kids Around. Et là, il me dit, ah, je suis désolé, je n'ai pas trouvé de liste exhaustive de toutes les URL du site Kids Around, je n'ai pas réussi à y accéder. Alors je me suis dit, tiens, c'est étonnant, c'est un client, ils ont un sitemap, comment ça se fait qu'il ne l'a pas trouvé? Ben, la chose elle est intéressante, c'est que lui, il a été chercher l'URL kidsaround/sitemap.xml. Effectivement, le client n'en a pas parce que lui, il a un index sitemap qui référence tous ces sitemaps. C'est une étape intermédiaire que Google accepte très bien, mais par exemple, ChatGPT, il fonctionne juste avec un nom de domaine.com/sitemap.xml pour découvrir toutes les URL. Ben, si vous ne l'avez pas, il ne peut pas accéder à l'ensemble de vos URL. Ben, peut-être que ça vaut le coup de lui en donner un échantillon, ou en tout cas les URL importantes, dans un sitemap pur XML. Autre sujet qui a été un sujet aussi assez important pour nous, parce qu'un certain nombre de clients, on l'a découvert, avaient bloqué l'IA sans qu'ils le sachent, et un peu à leur dépens, c'est que quand vous êtes hébergé sur Cloudflare ou Akamai, au tout départ, surtout Akamai, ils n'avaient pas intégré dans leur whitelist d'IA autorisés, de bots autorisés, ils n'avaient pas intégré les bots des LLM. Et donc, on avait des clients qui étaient pas invisibles, mais qui ne remontaient très mal dedans, tout simplement parce que leur serveur de cache, et j'ai oublié de dire, c'est tout le système un peu de serveur, bloquait le passage de l'IA. Et Cloudflare aussi, alors eux ne bloquent pas par défaut, mais proposent aujourd'hui une solution pour bloquer par défaut l'accès à l'IA. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce que si vos équipes techniques l'ont potentiellement bloqué parce qu'ils sont très chronophages en bande passante, on le voit, Anthropic de Claude, pour une visite générée sur votre site, va passer 71 000 fois sur votre site. C'est un très gros consommateur de bande passante et il serait normal et plutôt logique que vos équipes se disent « Oh là là, c'est en train de nous coûter de l'argent et nous passer beaucoup de temps pour assez peu de trafic, donc je peux le bloquer si j'ai Akamai, si j'ai Cloudflare. » Et ça, c'est un choix, mais en tout cas, faites attention potentiellement. Ça veut dire que potentiellement, les IA ne peuvent pas passer sur votre site. En tout cas, lorsqu'on regarde ce que voient les IA, elles se concentrent principalement sur vos pages produits, la home page qui est très souvent regardée, les pages contact et mention légale qui permettent aussi de déterminer qui vous êtes et qui est très lié un peu à l'entité de l'entreprise ou de la marque derrière, et les pages informationnelles qui sont aussi très appréciées.
La question à 1 million de dollars, c'est quels sont les prompts tapés et leur volume de recherche. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir cette information-là sur ChatGPT, on ne peut pas encore trop l'avoir non plus sur Google. On l'a vu, on peut l'estimer. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'abord, d'essayer d'extrapoler les PAA, les People SOA sur Google. Ça vous donne les premières questions, les premiers éléments de réponse de qu'est-ce qui peut être tapé par les internautes. Deuxièmement, une idée excellente de trouve de kayak.ai qui a été relayée récemment, qui met en avant le fait qu'ils ont mis en place un site qui s'appelle kayak.ai, dans lequel c'est une IA qui a été entraînée sur tous les contenus de kayak et qui vous permet de rechercher des billets d'avion, rechercher des destinations, poser des questions sur tout l'univers du travel. Et ça, c'est hyper intéressant pour kayak parce qu'ils vont engendrer une quantité assez importante de data autour des questions que les utilisateurs se posent. Et donc demain, ils vont pouvoir créer des contenus pour pouvoir mieux répondre à toutes ces questions. L'autre sujet, c'est identifier les query found-out. Vous avez toute une série de plugins que vous pourriez mettre sur votre navigateur pour justement détecter ces fameuses questions posées derrière le prompt. J'accélère un peu. Et quelque part, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que OpenAI est en perte de 12 milliards de dollars. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il raconte Mathieu? Donc, quelque part, OpenAI continue à perdre énormément d'argent. Alors, vous inquiétez pas, ils sont toujours financés derrière par leurs investisseurs, Nvidia, Microsoft, etc. Mais c'est certain qu'ils vont devoir trouver un nouveau modèle économique pour rattraper et pour essayer de devenir rentable. La partie sponsorisée, la partie contenu sponsorisé pourrait être leur salut et pourrait permettre justement de mettre à disposition des gens qui veulent investir en paid sur leur plateforme des données un peu chiffrées. Si j'achète telle expression, telle conversation, combien ça me coûte, combien de clics ça va faire et combien je dois dépenser. Donc, ils vont être à un moment donné obligés un peu de donner un peu des éléments de comparaison. Il y a un sujet qui est intéressant. Alors, je ne dis pas que c'est forcément une causalité, mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a une certaine logique de présence de certains sites dans les LLM. Ce qui est important, c'est quand même d'avoir du contenu informationnel, du contenu qui couvre tout le parcours utilisateur. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que les IA, ça permettait de répondre à pouvoir comparer, avoir des avis, avoir des informations sur vos produits et vos services. S'ils ne peuvent pas le trouver chez vous, ils vont le trouver chez la concurrence et vous n'allez pas avoir une maîtrise totale de votre message. Ce qu'on voit quand même, c'est que sur une question assez simple, quelle est la meilleure assurance auto en France en termes de rapport qualité-prix pour un jeune conducteur? Je vais poser cette question sur un compte qui n'avait pas d'historique. Il m'a sorti en premier une réponse avec le Lynx, le Lynx en deuxième et le Lynx en troisième. Alors, vous ne le voyez pas, mais en dessous, il y avait après Massif, Alliance et MAF. Il m'a quand même sorti que du le Lynx en top résultat. Eh bien, il remonte bien dans les LLM. Comme de par hasard, les acteurs qui remontent ont une volumétrie de sujets, de thématiques abordées vis-à-vis de cette question de manière importante. Le Lynx a 1530 pages sur le sujet de l'assurance auto pour jeunes conducteurs. Massif en a 850, Alliance 420 et MAF 32. Ça veut dire que, je vous dis, c'est pas forcément lié à 100%, mais quand même, si vous créez des opportunités en créant toutes ces pages-là, vous avez certainement plus de chances de remonter parce que les LLM vont trouver que vous êtes un acteur qui parle du sujet avec beaucoup de contenu et il y a quand même une notion de rapport. Un autre exemple, je lui demande quel est le meilleur site pour acheter un ordinateur portable pour faire du gaming en France. Et là, il me répond avec un tableau LDLC, matériel.net et gros bill. Bah, comme par hasard, encore une fois, LDLC a beaucoup de contenu, 1700, matériel un peu moins et gros bill un peu moins. Pourquoi il ne m'a pas sorti d'autres secteurs? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, et faites le test sur votre secteur, posez une question importante pour vous, regardez quelles sont les sources citées et identifiez si le nombre de pages par thématique peut potentiellement s'y correspondre comme le test que j'ai fait. Ce que je vous recommande, c'est effectivement créer du contenu. Ça, il n'y a pas de débat, mais pensez à créer du contenu qui pourrait correspondre aux recherches qui peuvent être faites. Des pages comparatives, un guide d'achat, des FAQ, de questions potentiellement posées. Regardez les PA sur Google pour comprendre ce qui peut être aussi posé sur ChatGPT. Des pages best-of, le meilleur, c'est quoi le meilleur téléphone, c'est quoi la meilleure tondeuse, la meilleure assurance vie, etc. Étudiez vos données CRM. Vous avez sans doute des données liées à vos personas, vous avez déjà fait des études, vous avez peut-être des retours de vos équipes commerciales, de questions souvent posées. Voilà, étudiez ça parce que demain, les acteurs ne vont plus avoir besoin de le poser, de vous appeler, de passer un coup de fil. Ils vont directement passer par une IA.
Et le dernier point, c'est que vraiment, les flux produits, pour moi, c'est vraiment un levier, un service que vous devez sécuriser parce que demain, ça va être un des sujets importants pour tous ça l'est déjà pour tout plein de plateformes, et pour les IA, ça va être important d'avoir un flux avec des produits à jour, avec des données sur lesquelles il va pouvoir s'appuyer. Dernier point, l'usage pour les IA, c'est un excellent impact pour remonter. Je vous prends l'exemple, nous, sur le site de Piquet, très rapidement, on a mis en place un bouton qui était « Envie de gagner du temps, faites un résumé de cet article en quelques secondes ». Quand vous appuyez sur ce bouton-là, vous arrivez directement sur le ChatGPT avec un résumé de l'article. Ça fait que, comme on a des millions de gens qui viennent visiter notre site, des milliers de personnes, on a des milliers de personnes qui peuvent cliquer sur ce bouton et injecter notre article. Et donc, donner comme signal à ChatGPT qu'on est un acteur qui est visité, que les gens aiment bien faire des résumés parce que ce qu'on raconte, c'est pas très clair. Non, je rigole. Mais en tout cas, voilà, ils utilisent cet outil-là. Et donc, ça, c'est un des tips, c'est un des hacks sur lesquels vous pouvez travailler. Ce que je peux vous inviter à faire, et je me suis rendu compte qu'il y avait toute une série de sondages que je n'ai pas du tout évoqué. Marie va être très contente. Mais on avait toute une série de sondages que vous pouviez accéder. Mais ce que je vous invite à faire, c'est première chose, on a créé en début d'année un outil qui s'appelle VoiceIA. À minima, vous avez le droit à 3 crédits. Ça vous permet déjà d'avoir une première vision de comment vous vous positionnez versus vos concurrents sur les thématiques qui vous intéressent. Ça va interroger 3 LLM. Vous allez avoir un résultat sur les différentes réponses, les sources les plus citées, votre part de voix, les sentiments, etc. Deuxièmement, on a travaillé beaucoup cette année sur des nouveaux produits. C'est d'abord Gaia. Gaia, c'est la construction de votre persona synthétique, c'est-à-dire qu'on va y mettre énormément de données venant de vous, venant des réseaux sociaux pour identifier et construire des personas dans lesquels après vous allez pouvoir les interroger sur c'est quoi vos questions par rapport, qui vous intéresseraient, auxquelles vous aimeriez avoir des réponses, qui vous intéressent par rapport à nos produits. Vous pourriez soumettre même vos articles et lui dire est-ce que ça répond bien à tes intentions, à tes points de contrôle en tant que persona. On a, bref, développé toute une série, une approche pour vraiment retravailler soit des contenus existants, soit travailler de nouveaux contenus sur la base de personas, sur la base de contenus qui plairaient à l'IA, qui vous aideraient à remonter. Ça, c'est quelque chose qu'on met en place chez beaucoup de clients, on a bien démarré ce sujet-là cette année et auquel on commence à avoir de bons résultats. Voilà, je vous remercie. Je suis à peu près dans les temps et ce que je vous propose, c'est de prendre une série de questions qui ont été highlightées par l'équipe. Alors, Manuel me dit, et les générations X et Boomer, les actuels et futurs retraités qui ont le pouvoir d'achat? Alors, c'est une excellente question. Je t'invite à, sans doute que Marie pourra le mettre en commentaire. On a fait une étude pour étudier toutes les classes d'âge et montrer comment se passent les différentes intentions et la manière dont les gens recherchent l'information sur les IA. Comment l'autorité de la concurrence gère les autres acteurs qui proposent déjà des IA overview maison? Peut-être que tu penses, Dorian, peut-être que tu penses à Bing, par exemple, ou à d'autres acteurs, effectivement. Je pense que n'ayant pas une trop forte audience, ils ne sont pas intéressés. Voilà, l'autorité de la concurrence, enfin, en tout cas, l'autorité de la concurrence n'agit pas par elle-même, elle va surtout agir si on porte plainte derrière. Et je pense que les différents acteurs de la presse ne voient pas pour l'instant un Bing comme une menace, donc sans doute n'ont pas entrepris d'attaque. Copilot ou Brave, par exemple. Ah oui, d'accord, pardon, c'était le sujet de ta question. Ben, effectivement, je pense que pour l'instant, étant donné qu'ils ont très peu d'audience, ce n'est pas une menace et qu'ils n'ont pas été appelés pour. Sur quel type de contenu se base les overviews pour mettre en avant tel ou tel résultat? Ben, c'est à la fois les données qui ont été données pour l'entraînement, donc l'univers de l'ensemble du web qui est utilisé, lorsque c'est une question plutôt de culture générale, c'est là-dessus qu'il va s'appuyer. Et c'est mis à jour une fois par an avec toujours une année de retard, grosso modo. On est en GPT-5 aujourd'hui, et ben, ça a été entraîné, je crois, jusqu'à septembre ou décembre 2024, donc quasiment une année de retard. Et sur les données les plus récentes, et ben, il va aller interroger les moteurs de recherche pour récupérer sans doute les 10 premiers résultats, grosso modo, et de récupérer les résultats qui semblent convenir le mieux à la requête donnée. Est-ce qu'on a des infos dans le domaine du B2B sur l'impact de l'IA et le potentiel d'arrivée des overviews? Alors, potentiel d'arrivée aux overviews, je vous le dis, moi, j'ai été le premier à dire potentiellement le 15 novembre parce que j'en ai entendu parler. Puis, ça peut arriver début d'année. Bon, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Et ce qu'il faut regarder surtout, c'est comment la presse, elle, gère les choses. Et dans les médias, ou en tout cas dans les différents articles autour des droits voisins, il y a des choses qui peuvent évoluer. On ne sait pas encore exactement quand est-ce que ça va arriver. Et en B2B,
à regarder. Il me semble qu'il y a Neil Patel qui a sorti une étude sur du B2B. Je peux, si tu veux, Julien, si tu m'envoies un message, je peux t'envoyer cette étude. Je crois que je l'ai dans mes favoris. Avec la montée en puissance des IA de recherche, doit-on commencer à reconcevoir nos sites sous l'angle de conteneurs, de ressources pour ces outils de recherche? Alors, refaire ces sites, je ne sais pas. Mais effectivement, il y a une notion qui est assez importante, c'est que l'IA, ce qu'elle aime comprendre, c'est que si vous avez un contenu sur un sujet, est-ce que derrière, vous avez tout un ensemble de contenus qui abordent tous les différents prismes du sujet? Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai montré le Lynx. Le Lynx a 1500 articles sur assurance jeunes conducteurs. C'est incroyable, la quantité d'articles qu'ils ont fait. Et quelque part, ils ont une énorme grappe de contenu autour de ce sujet-là. Et ça, c'est important de l'avoir parce que ça permet de dire que vous êtes un acteur qui a bien couvert le sujet et qui potentiellement aussi veut dire que vous êtes assez complet dans la réponse. La valeur du clic qui augmente est une hypothèse valable pour les sites B2C. Pour les entreprises B2B, on est sur un paradigme différent. Je ne suis pas certain que ce soit sur un paradigme différent. Moi, j'utilise quand même au quotidien les IA et je ne fais aucune différence si c'est une recherche professionnelle ou personnelle sur ces éléments-là. Je ne sais pas, Manuel, à creuser. Si nous ne sommes pas leaders, comment faire en sorte d'être cités par ChatGPT, intéresser nos conseils pragmatiques? Eh ben, ce que je vous ai dit, c'est il y a plein de leaders qui ne remontent pas forcément premier. Je ne suis pas sûr que la meilleure assurance pour jeunes conducteurs, ce soit le Lynx. C'est un comparateur, ce n'est pas du tout un acteur d'assurance. Donc, vous voyez, potentiellement, ce n'est pas que les leaders qui remontent. Donc, il faut beaucoup de contenu, faire parler de soi, remonter et travailler des fiches comme les fiches Wikipédia, sur Reddit, etc. Voilà. Mais la base, c'est quand même d'avoir beaucoup de contenu, un contenu intelligent, intéressé à vos personnages, intéressé aux problématiques et aux sujets qui se posent. Autant Perplexity, je comprends comment ils affichent les résultats en fonction de ce qu'ils trouvent sur Google, mais alors ChatGPT, c'est beaucoup plus complexe. Alors, je ne sais pas s'il y a une question, mais on sait que, en tout cas, ChatGPT s'est longtemps amusé récemment à venir piocher les résultats chez Google jusqu'à les 100 premiers résultats, et Google a coupé court, et aujourd'hui, il ne récupère que les 10 premiers. Ça, c'est ce qu'on sait. Ça, c'est intéressant pour le coup, volumétrie de page thématique, peut-être la position, tout à fait. Alors, c'est une théorie à vérifier. Vous avez fait comment pour avoir les pages thématiques crawl? Non, j'ai fait un site nom de domaine, espace, entre guillemets, la requête pour avoir le volume de pages indexées. C'est une donnée, je le conçois pas fiable à 100%, mais ça m'a donné une notion de volumétrie. Et quand il y a un biais dans un des types de résultats, le biais est partout, donc ça pouvait être comparable. Si la volumétrie a un impact, quid des fermes de liens? Volumétrie de page, volumétrie de lien, je pense que là aussi, rappelez-vous, les IA n'ont pas de système algorithmique de classement des résultats. Ils s'appuient sur ce qu'on leur donne, sur ce que donne Bing et sur ce que donne Google. Donc, typiquement, s'ils s'appuient sur Google et Bing, qui sont des experts dans ces sujets de spam, etc., il n'y aura pas de manipulation à ce niveau-là, en tout cas. Quelle solution existe pour intégrer le bouton Resume with AI sur notre blog? Ben, je crois qu'il y a des plugins et il y a toute une série de... Pareil, Grégoire, je peux te l'envoyer si tu me fais un message sur LinkedIn, sans problème. L'usage de l'IA est-il aussi marqué en B2B, service consulting, qu'en B2C? Pareil, Jean, je t'enverrai l'étude de Neil Patel. Il me semble que OpenAI ou Anthropic ne supportent pas encore les LLMS. Alors, le fichier LLMS.txt, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas crawlé. Quand on fait de l'analyse de log, on voit que ces bots ne viennent pas le voir. Ça a été une initiative pour essayer d'apporter une sorte de norme, de créer un fichier permettant de maîtriser ou non le passage des bots. Une initiative qui a été lancée et qui n'est pas du tout respectée par ces acteurs-là. Donc, ne vous cassez pas la tête, ça n'a aucune utilité. Voilà, écoutez, je vais couper court. On a été jusqu'à beaucoup de personnes. Là, je vois encore 300 personnes connectées. Merci beaucoup de votre écoute. Je suis disponible si vous avez besoin d'éléments complémentaires sur LinkedIn. N'hésitez pas en tout cas à passer sur le site Pcase si vous avez un besoin. Pour retirer la présentation, vous avez un bouton, un CTA, un bouton pour récupérer en bas de page la présentation. Le replay vous sera envoyé. Voilà, j'ai tout dit. Portez-vous bien, soyez positifs, ça va bien se passer. Mais vous devez préparer les choses pour être prêt en 2026. On a la chance en France de ne pas avoir encore AI Overview, donc on a encore du temps pour pouvoir s'y préparer. Restez renseignés et à l'écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.